Puis veux pas, tu sais, ça, je dis souvent à mes clientes, puis à travers mes messages sur les réseaux sociaux, puis le podcast, tu sais, c'est juste à travers l'action que tu vas prendre plus de confiance en toi, que tu vas accumuler de l'expertise, qui va avoir plus de clarté. Parce que, tu sais, mettons là que tu t'améliores dans n'importe quel sujet de 1% chaque jour, ben dans 100 jours, tu es rendu à 100% d'amélioration, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est quelque chose qui est comme plus comme un momentum qui se build up. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Ici à Montréal aujourd'hui, il y a tempête de neige, les écoles sont fermées, les routes sont pas mal difficiles à naviguer. Donc, j'étais supposée avoir... mes beaux-parents, ils viennent d'habitude le vendredi, mais aujourd'hui, ils ont pas pu venir, en plus que ma belle-mère est malade. Et j'ai dû, par le fait même, annuler une entrevue que j'avais avec une invitée pour le podcast. Mais je profite quand même de la sieste de ma fille pour avancer quelques petits projets, puis justement là, finaliser un peu les épisodes que je veux qu'ils sortent dans les prochains jours, dont celui d'aujourd'hui avec Geneviève Gauvin. Et j'ai super hâte que vous l'écoutez parce que moi, personnellement, il n'y a rien que je trouve de plus inspirant que de découvrir l'histoire derrière des femmes qui respirent autant la confiance et l'action comme justement une Geneviève Gauvin. Parce que ce que ça me fait réaliser, c'est que tout est une question de mouvement et d'itération, de répétition. Parce que on a toujours l'impression qu'on attend quelque chose comme on attend que la clarté nous vienne, mais... Puis ça, c'est la même chose quand on fait un branding, c'est la même chose quand on crée un message, quand on crée une image de marque. Au début, il faut commencer à quelque part, c'est pas exactement ça, c'est pas parfait, c'est pas vraiment harmonieux, et puis plus on réfléchit, plus on travaille, plus on arrive à un résultat qui nous ressemble, plus on arrive à quelque chose qui nous satisfait. Puis aujourd'hui, avec Geneviève, la semaine passée, on a parlé beaucoup plus de sa vie, comment qu'elle gère sa vie personnelle, elle étant entrepreneur, son chum aussi, et avec un enfant en bas âge, comment est-ce que tout ça s'est créé, puis comment ça s'organise. Mais cette semaine, Geneviève, elle va vraiment nous parler de sa marque, de son brand, puis de comment elle a su, à travers le temps, trouver sa voie. Bon, pour celles qui ne connaissent pas encore Geneviève Gauvin, c'est une coach pour infopreneuses et elle est aussi l'animatrice du podcast Les vraies affaires, puis on va beaucoup parler de son podcast au cours de l'épisode parce que ça a vraiment été un véhicule pour elle de... pas juste expérimenter, mais découvrir aussi sa place dans le milieu entrepreneurial québécois et comment elle a pu faire son chemin dans une industrie du marketing web, qui est quand même loin d'offrir des parcours en ligne droite. Fait que ça propose quand même beaucoup de champs d'expérimentation pour aller trouver où est-ce que on va se démarquer puis tout ça. Et comment ça l'a permis d'entrer en contact avec sa personnalité puis ses aspirations. Donc, dans la partie d'aujourd'hui, dans l'entrevue d'aujourd'hui, on va discuter notamment de comment elle en est arrivée à son brand, à l'image qu'elle a, puis à ce qu'elle voulait projeter d'elle-même surtout, le rôle du podcast, comme je l'ai nommé dans la façon dont elle a construit son identité de marque. On parle un peu de son caractère ambivert, on parle de critiques, on parle de trolls, de haters. On parle aussi pas mal d'argent parce que ça fait quand même beaucoup partie du message de Geneviève. On va parler aussi un peu de tout le tournant qu'elle a fait vers la business minimaliste puis sa philosophie autour de l'entrepreneuriat dans le fond. Et dernière petite annonce avant de plonger dans l'entrevue, c'est aujourd'hui que le bundle Catching entre en vente.
Si vous savez pas c'est quoi le bundle catching parce que vous avez pas participé à l'expérience catching, c'est Geneviève Gauvin qui a réuni l'expertise de 15 experts de la business en ligne de la francophonie, dont moi, pour partager leur expertise justement via des formations vendues à mini prix. Et la formation que j'offre dans ce bundle, c'est ma formation LinkedIn comme une pro pour un profil qui a de l'impact. Et vous allez trouver aussi des formations vraiment de haut niveau de la part d'Alexandra Martel, Aïcha Tori, Julie Rochon, Kélyn Johnson, Marco Bernard. Bref, tout ce que vous avez besoin si vous avez une business en ligne pour vraiment faire le panorama de tout ce qu'il y a à savoir en termes de marketing, aspect légal, copywriting, etc., etc. Donc, pour vous inscrire et avoir vraiment tous les détails de ce qu'il y a dans ce bundle-là, c'est à mtamarque.com/catching. Catching, ça s'écrit K-A-C-H-I-N-G. Et dans le fond, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, mais sachez que le bundle est vendu uniquement du 17 au 21 février inclusivement, et après ça, c'est terminé. Donc, assurez-vous d'avoir mis la main là-dessus avant que ça expire. Et autrement, sachez aussi que ma formation LinkedIn comme une pro n'est pas disponible, n'est pas en vente sur mon site. Donc, c'est vraiment via le bundle. Autrement, moi, tous mes accompagnements en ce moment se font en individuel. Je ne fais plus de formation en ligne comme ça, du moins pour LinkedIn. Donc, sur ce, je vous laisse sur l'entrevue avec Geneviève Gauvin et je vous souhaite une super belle semaine. Salut Geneviève! Bienvenue sur la deuxième partie de l'entrevue sur toi. Sur moi. L'entrevue sur moi, c'est le fun, toi, ça. Oui. Dont tu es le sujet. Oui. Alors, la semaine passée, on a parlé couple et business. C'était super intéressant de savoir un petit peu c'était quoi la dynamique entre toi et Nick, comment tu voyais aussi tes ambitions à travers ton projet versus ses ambitions à lui, puis comment vous êtes vraiment, dans le fond, un match idéal, autant d'un point de vue partenaire amoureux que parent, que business, que tout. Fait que good job on that, I guess. Genre, tu sais, t'as gagné... T'as gagné de ce côté. Oui, quand même. Je pense bien. Ouais. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un autre sujet, mais qui est un petit peu plus axé, justement, point de vue professionnel. Puis c'est, oui. dans le fond, tout le rebrand à travers lequel t'es passé dans les derniers mois, avec notamment, genre, ton projet de podcast Les Vraies Affaires, mais aussi, tout ton positionnement autour du marketing affilié, puis tout ça. Oui. Fait que, t'en es où un petit peu avec ça? Pourquoi un nouveau brand? C'était quoi la réflexion autour de tout ça? Quand tu dis nouveau brand, est-ce que tu parles à partir de 2017 ou littéralement dans les derniers mois, là? Ben là, je parle littéralement visuellement, dans les derniers mois, parce que c'est quand même assez je trouve que c'est quand même un gros changement qui a eu lieu. Oui, visuellement, c'est définitivement. C'est un changement qui est assez lent, cela dit. Oui, quand tu changes tes photos de brand, ça fait quand même un bel impact parce que tu les utilises fréquemment. Mm-hmm. Mais c'est assez lent parce que mon site web va suivre éventuellement. Tu sais, ça va être. Ok, t'es pas en travail là-dessus activement encore. Non, c'est ça. Je travaille vraiment sur une chose à la fois, puis ça va venir, une chose à la fois. Tu sais, je suis comme, mais c'est pas comme nécessairement ma priorité, mais c'est comme dans un projet comme constant, tu sais, qui se passe au fur et à mesure. Puis je commence à utiliser cette nouvelle image de marque-là visuelle à travers les nouveaux projets que je fais finalement, tu sais. Fait que ça se place jusqu'à potentiellement la finalité aussi. Le site web qui va arriver en dernier, tu sais. Mais c'est ça. Mais comment c'en est venu? On en parlait dans l'épisode précédent, c'est comme en 2017, quand j'ai vraiment décidé que ça allait être moi qui allait être le capitaine du bateau, tu sais, finalement, qui allait prendre le leadership sur mon propre projet, puis qu'est-ce que je voulais. Ça m'a fait prendre de plus en plus confiance en moi, puis en mes capacités, puis en mon expertise. Puis veux pas, tu sais, ça, je dis souvent à mes clientes, puis à travers mes messages sur les réseaux sociaux, puis le podcast, tu sais, c'est juste à travers l'action que tu vas prendre plus de confiance en toi, que tu vas accumuler de l'expertise, qui va avoir plus de clarté. Parce que, tu sais, mettons là que tu t'améliores dans n'importe quel sujet,
de 1% chaque jour, ben dans 100 jours, t'es rendu à 100% d'amélioration, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est quelque chose qui est comme plus comme un momentum qui se build up, tu sais, puis c'est comme le voyage, tu sais, si ça t'effraie de partir 6 mois, 1 an, 2 ans en voyage, ben commence par faire 1 mois, commence par faire 2 semaines, tu sais, t'amènes ta business, puis c'est pas juste des vacances dans le sud, tu sais, que tu te mets un petit peu les orteils dans l'eau, tu sais, pour comme tester, voir si c'est quelque chose que tu apprécies. Mais c'est la même chose pour la business. Puis 2017, ça a été ça un peu, ça a été comme des tests, ça a été comme me mettre, pas à nu, mais tu sais, comme tester qui j'étais, me trouver plus de clarté dans mon message, en qui j'étais, prendre confiance en moi à travers ces actions-là, puis en voyant, puis c'est ça qui arrive, hein, c'est que quand tu fais une action, tu vas avoir un résultat, peu importe c'est quoi. Si c'est un résultat qui est positif, great, tu fais quelque chose, t'aimes ça, continue, tu vas avoir travail sur ton prochain pourcent, tu sais. Mm-hmm. Si c'est quelque chose que t'aimes pas, finalement, puis que ce pourcentage-là te fait réaliser que genre, oh my god, je vais pas continuer là-dedans, great, t'as aussi eu plus de clarté par rapport à ce que tu veux faire. Tu sais que maintenant, tu veux pas faire ça. Fait que c'est plus de l'élimination dans ce cas-là, mais dans tous les cas, il y a un résultat. Puis, ben, ces actions-là te font sortir de ta zone de confort. Quand tu as une sortie de zone de confort, ben, t'as comme un questionnement. Puis quand tu te questionnes, ben, t'as des réponses, puis t'avances, tu sais. Fait pas toujours les réponses qu'on veut, mais... Effectivement, puis ça peut te surprendre, mais d'essayer d'apprendre de chacune de ces conclusions-là, tu sais, finalement, ça te fait grandir, puis ça t'amène de plus en plus où est-ce que tu veux, puis à comprendre qui t'es. Puis quand j'ai commencé, c'est ça, en 2017, tu sais, je savais que je voulais faire la business, je savais que, tu sais, pour moi, c'était les produits d'information qui étaient plus mon dada que de parler de produits physiques, parce que, ben, c'est ça que j'avais toujours fait, tu sais, j'ai jamais vraiment eu, tu sais, oui, le livre de mon chum actuellement est imprimé à travers Amazon, mais je peux pas dire qu'on est expert là-dedans. C'est Amazon qui imprime puis qui vend ça tout seul, tu sais. On commence à avoir un funnel où c'est nous autres qui contrôlent un peu plus la vente puis l'impression. Là. C'est tout nouveau. Depuis le lancement, c'est 100%, c'est Amazon qui a le contrôle de ça, puis du pricing puis tout ça. Bref. Fait que c'est ça, j'ai avec le podcast, commencer le podcast, réaliser que les gens l'écoutent, réaliser que les gens l'apprécient, que je fais quelque chose que les gens considèrent que j'ai une forme d'expertise aussi, ça m'a donné un peu plus de confiance en moi pour, amener en 2018, qui était vraiment la première année où je faisais des sous. En 2017, j'en ai fait un petit... Non, c'est vrai. En 2018, j'en ai fait un petit peu, mais c'est parce que j'avais lancé un mastermind avec Josiane Sarrazin-Côté qui n'a jamais eu lieu. J'ai recyclé 3 clients de ce projet-là. Mais c'est la seule chose que j'ai vendue cette année-là. Mais ça aussi, ça m'a donné, tu sais, un petit peu plus de confiance en moi, de genre, OK, tu sais, quand j'aide vraiment ces gens-là, ils ont des résultats. Oh my God, c'est cool, tu sais. Fait que tu commences par petit bout. Fait que ça s'est juste bâti au fur et à mesure. Puis, tu sais, j'ai appelé ça les vraies affaires parce que je voulais parler des vraies affaires, mais je me suis jamais... C'est drôle, hein? Je me suis jamais considérée comme quelqu'un qui était très, genre, effronté. Puis quand on m'a dit ça, je pense que c'est en 2018, peut-être en 2018, puis qu'on m'a dit que j'étais directe et effrontée, mais dans le bon sens, j'étais genre, oh shit, genre j'aime ça ce qu'on me dit, tu sais. Puis je me rappelle que genre j'avais eu un café avec Mélissa Maillé, on est allé prendre un café, puis j'étais comme, mais je sais pas encore c'est quoi mon angle, je sais pas c'est quoi ma brand, tu sais, que je me cherchais un peu, puis elle était comme, mais tu l'as déjà, tu sais, c'est les vraies affaires. Puis j'étais comme, ouais, tu sais, genre, c'est comme, ben oui, tu sais, c'est quelqu'un de direct, puis ça, c'était pour le podcast, c'est pour la business, je raffine un peu, mais j'aime cette personnalité-là qui est un peu plus crue, effectivement, directe et effrontée. Puis c'est là où, c'est vraiment une longue introduction pour ta question de branding, c'est là où, genre, quand j'ai décidé cet été, en 2019, de changer l'image, parce que c'est des vieilles photos de Prague en 2017 que j'utilisais depuis le début, qui ressemblaient même plus à ça, là, tu sais. Je me suis dit, OK, il faut que j'aille bold. Faut que j'aille aussi bold que ce que les gens me voient être à travers le podcast, tu sais. Fait que c'est là où j'ai décidé d'y aller, tu sais, genre, en culotte, genre, en espèce de crop top mini, ou de crier avec ma bouteille d'amaretto, de le cash. Tu sais, les pires photos, je les ai même pas mis en ligne encore. Les pires en termes de, genre, intensité, là. Dans le genre d'une stripper. Nice. Je les ai pas mis en ligne encore. Mais ça a été un travail qui s'est bâti au fur et à mesure où là, j'aime cette image-là raw. Genre, j'aime cette image-là qui est la fille qui dit, tu sais, qui a pas de gants blancs, qui dit les vraies affaires, qui est très axée vente,
mais qui est pas là juste pour faire du cash, tu sais. Genre, j'aime l'argent, puis je le dis haut et fort, mais j'aime ce que l'argent m'amène, pas juste le hoarder. Je disais dans l'épisode précédent que j'aime le hoarder, mais j'aime les voyages, les expériences que je peux faire avec. Genre, je fais pas juste acheter plein d'affaires fancy juste parce que ça me fait sentir mieux, tu sais. Ça m'amène des expériences. C'est pas vrai de dire que t'aimes pas le cash, hein. T'aimes faire du cash, come on. C'est juste que il y a des tabous aussi, fait que je voulais briser toutes ces choses-là, fait que... Puis ça, je veux qu'on revienne sur cette question-là parce que c'est super intéressant, je trouve, aussi, justement. Bon, parce que dans le fond, toutes ces questions-là, celles qui n'ont pas vu les photos de Geneviève, tu sais, vous allez commencer à les voir au fur et à mesure, sur les réseaux sociaux, puis sur le podcast, puis tout ça, c'est super parlant, dans le fond, comme exercice, je trouve. Puis je veux qu'on revienne à comment tu positionnes par rapport à l'argent. Mais avant, je voulais dire que ce que je trouvais intéressant dans toute cette histoire-là que tu racontes, c'est que oui, tu avais un genre de positionnement business, mais on dirait, puis tu me diras si je me trompe, que le fait d'avoir ton podcast, puis là, c'est drôle parce que c'est vraiment, on entendait ta voix, tu sais, puis c'est ta voix qui s'est comme développée au fur et à mesure des épisodes, à force de parler avec d'autres entrepreneurs, qui a évolué. Puis c'est comme si un petit peu, si tu avais eu un blog, ça aurait peut-être pas eu le même impact, mais le fait de te rendre aussi intime avec ton public, peut-être. Oui, je pense bien. Puis tu sais, veux pas, le podcast, c'est une plateforme qui est particulière parce qu'effectivement, les gens voient pas ta face. Genre, je pense pas que les gens me reconnaîtraient dans un café random, mais potentiellement maintenant de plus en plus, tu sais. Puis c'est souvent les gens qui commencent en business, puis là, ça n'a pas tant rapport avec ta question, mais souvent les gens qui commencent en business, tu sais, puis qui ont ce manque de confiance-là en eux parce qu'ils n'ont pas encore pris ces actions-là qui amènent à faire genre, OK, mais tu sais, je suis une personne, tu sais, puis je suis une personne qui a de la valeur, tu sais. Il y a comme une forme de déconnexion un petit peu avec la business parce que, c'est un projet qui est personnel à eux. Il n'y a pas une grosse team en arrière, mais ils se cachent, tu sais, derrière un logo, un nom d'entreprise. Puis quand tu te sors, quand tu montres ton visage, déjà là, c'est quand même particulier, mais comme tu dis, avec un podcast, t'as aussi une proximité parce que t'entends ma voix, t'entends mes slangs, t'entends que je sac, t'entends que je dis de la merde, t'entends que je parle pas tout le temps bien. Puis ça, souvent à l'écrit, c'est plus léché aussi. Fait que ça crée une forme de... C'est comme à la radio. Tu sais, à la radio, c'est monsieur, madame, tout le monde, on s'entend, hein? C'est pas des gens qui... Puis c'est pas pour minimiser les efforts des gens qui font de la radio, mais je veux dire, c'est pas comme... ils font ça tous les jours, ils vont parler des sujets qui sont souvent récurrents. C'est pas nécessairement des sujets qui changent le monde tous les jours, tu sais. Mais ça pourrait être toi, ça pourrait être moi qui font ça à la radio. Oui, il y a du travail sur la voix puis tout, mais il y a comme un statut de vedette quand les gens entendent leur voix, puis qu'il y a comme c'est un show aussi. Tu sais, il y a de l'humour à travers ça. Il y a une personnalité qui se développe qui est complètement différente qu'un journaliste. Un journaliste qu'on voit pas, il y en a certains qui sortent de l'ombre, qui sortent derrière le papier finalement. Mais le fait d'avoir un podcast, c'est assez c'est ça te pousse un petit peu plus vers l'avant, vers la scène. Tu sais, je retrouve la scène que j'avais un peu perdue, malgré le fait que, tu sais, on me voit pas la face tous les jours, mais ça me satisfait parce que je suis pas quelqu'un j'aime bien être sans make-up et que je suis correcte aussi sans make-up de montrer, là. Mais, tu sais, j'aime ça être dans le mou, puis j'aime ça m'arranger, en fait, quand je suis en photo. Mais j'aime aussi être vraiment en mou. Fait que plus 80-20, disons, là. Nice. Fait que c'était plus mon média. J'ai essayé l'écrit, puis l'écrit, j'ai trouvé ça très difficile. OK. Puis le podcast, c'était mon média, puis je suis vraiment loin de ta question originale, je pense. Non, mais ça rentre dedans parce que j'aime ça parler aussi des différents médiums puis comment on s'exprime à travers ça parce que veux pas, c'est comme un peu une thérapie, je trouve. Puis moi, quand j'avais commencé mon blog, tu sais, ça avait un autre ton qui n'a plus maintenant. Là, j'ai évolué à l'audio aussi. J'ai passé par la vidéo. Puis à travers tout ça, je pense que, tu sais, tout le monde pense que genre, OK, il y a un côté performatif que je pense que tu as dans n'importe quel brand. Mais aussi, à travers ça, c'est de savoir comment est-ce que tu vas doser la vraie personne que tu es en étant dans l'œil du public, tu sais. Oui, effectivement. Puis je me rappelle, parce qu'à un moment donné, tu avais fait une story, puis je pense que tu l'avais comme littéralement dit, tu avais dit « Je veux juste comme être plus moi-même oui.
sur les réseaux, Oui. peu importe par où genre tu communiques. Puis je trouvais que c'était un bel objectif dans le fond, parce que tout le monde parle tout le temps d'authenticité, mais on dirait que les gens ont quand même encore peur Oui. de le faire. Puis je voulais savoir, mettons, par rapport à ce photoshoot-là que tu as fait, qui était vraiment un photoshoot de brand, t'as-tu... Tu sais, c'était stagé, oui, mais à quel point... Bon, attends, j'essaie de formuler ma question comme il faut, là. Oui, à quel point, tu sais, c'est comme une personne que tu veux devenir versus la personne que tu es aujourd'hui, tu sais? À quel point c'est performatif? C'est assez basé sur qui je suis là, mais je voulais zéro que ça soit au jour, genre quelque chose qui représente mon jour le jour. C'est pour ça que la majorité des photos sont faites, en fait, 100% des photos sont faites en studio, puis la majorité sont faites devant un écran, tu sais, il y a comme pas de décor autour. Le studio, le décor n'a pas vraiment rapport, mais c'est que je voulais pas que ça soit genre devant un bureau ou genre avec mon ordi. J'ai une photo avec un ordi, puis c'était comme j'en ai pas beaucoup. Je voulais pas que ça soit genre prendre un café dans un café. Puis c'est pas parce que c'est pas correct, mais c'est parce que pour moi, oui, c'est ça mon jour le jour, mais c'est pas ça que je veux représenter. Je veux représenter comme se pousser plus loin, la liberté, le fun. J'arrêtais pas de dire le party. Je veux dire que, tu sais, comme la business, ça devrait être le fun, mais que ça devrait t'amener plus loin, ça devrait être basé sur toi. Comme, tu sais, pour moi, ce que je veux aider les gens à faire, c'est construire une business qui travaille pour eux. Donc, parler un peu plus d'automatisation, mais de faire en sorte que, genre, c'est un projet qui leur ramène quelque chose, puis que ça soit pas juste de l'esclavagisme, tu sais. Ouais. Fait que ça devait être positif. Puis, l'image que j'ai montrée à travers ce photoshoot-là, c'est là où je suis présentement dans ma tête. En termes de confiance en moi, en termes de me pousser, en termes de faire des choses qui m'amènent un petit vomi, mais que je passe au travers, tu sais, que je suis comme, sure, genre, quand ça m'amène un petit vomi ces temps-ci, je suis genre, je pense que c'est là, faut que j'aille, genre, sérieux. C'est ton guide. Oh, oui, mon petit vomi est mon guide. Puis, mais c'est même pas une blague. Puis, si c'était ça le photoshoot que je voulais faire, tu sais, c'était pas un photoshoot qui représentait qui je voulais être, c'est qui je suis, mais plus au niveau de l'essence, pas au niveau de ce que je fais dans la business. C'est pour ça qu'il n'y a pas il y a un ordinateur, mais en général, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de café, il n'y a pas de linge mou, tu sais, je voulais être l'essence plus que, c'est ça. Puis je trouve que c'est un super bon conseil de branding, de pas aller dans le littéral, tu sais. Oui, de pas juste être comme la... Tu sais, genre, ouais, c'est ça, genre, parce qu'on en voit tellement du monde qui veulent des photos d'eux qui sont en train de taponner sur un cellulaire parce qu'ils font de la gestion de médias sociaux, mais c'est comme comment tu te différencies à travers ça, tu sais, au bout du compte, là. Exact. Puis tu sais, il fallait que ça fit. C'est un photoshoot qui se voulait être une partie pour la nouvelle image du podcast. Fait qu'il fallait qu'il y ait un petit peu de podcast là-dedans, / les vraies affaires. Puis le plus intense que je voulais faire, des photos, c'était pour le podcast. Je voulais que ça soit juste intense. Puis le reste de la brand, je voulais que ça soit un dérivé, mais peut-être, mettons, 10-20% tone down, pour être capable d'utiliser ça dans une variété de circonstances, tu sais, mais que le podcast, ça soit vraiment comme oh shit, genre, c'est comme ça fesse. Puis je pense que j'étais arrivée à ce résultat-là. Mais c'est ça, c'était pas l'entièreté non plus, mais comme je te dis, ça se voulait être tout le photoshoot voulait être vraiment comme très party, intense. Ce que je suis, malgré... Puis je suis quelqu'un qui est très one-on-one. Ouais. J'en parlais avec quelqu'un hier. Genre, je suis quelqu'un qui est très one-on-one. En groupe, je suis du genre à me refermer. Ça dépend du groupe aussi, mais je suis du genre à me refermer un petit peu. Je me considère un peu ambivert, où il y a des situations où je vais être très extravertie, puis d'autres, j'ai vraiment besoin... Ça dépend c'est qui la plus extravertie dans la pièce. Si c'est moi, je vais être vraiment extravertie. S'il y a des gens plus extravertis que moi, je vais probablement me refermer comme ministre. Mais avec les gens que je connais très bien, je suis très, très intense. Là. Tu sais, j'ai des vidéos de parties de Noël où genre je danse à terre, puis genre tout le monde est genre what the fuck. Tu sais, c'est vraiment, en tout cas, mais c'est ça moi pareil. Mais je voulais représenter ça parce que ben je peux pas le faire tout le temps. Puis la plupart du temps, je suis toute seule. Puis oui, il y a mon chum, mais si je suis toute seule ou je suis pas dans les événements où je suis le plus extravertie, fait qu'il fallait que ça porte finalement toute cette essence-là dans un photoshoot. Puis,
Là, je pose la question pour les gens qui sont encore un peu peut-être gênés d'être eux-mêmes ou des choses comme ça. Est-ce que t'as déjà eu, mettons, des haters ou des gens qui t'ont critiqué, puis comment tu deals avec ça quand ta business, ton image, ton brand, qui t'es, sont tellement reliés ensemble? J'ai pas eu de haters par rapport à la brand. Je te dirais que mettons, depuis mon stock en français, j'ai pas vraiment eu de personnes qui m'ont dit oh my God, t'es whack. Genre, vraiment jamais. Je te dirais que les trucs difficiles où il y a eu des relations difficiles, ça a été plus dans des situations où avec une personne en particulier, mettons, tu sais, où j'ai soit des standards de comment je veux faire les choses qui sont pas respectées, ou que juste que ça fonctionne pas, il y a de la friction, puis que là je vais mettre mon pied à terre, puis je vais être dur, je vais être sévère, tu sais. C'est drôle à dire, tu sais, je pense pas que j'ai l'air sévère, mais au niveau business puis organisation, je suis très sévère parce que je l'ai construit avec les années à travers une équipe qui des fois qui a été difficile à gérer, puis que là mais faut juste renvoyer des gens, ça te renforcit, ça t'endurcit là, c'est drôle à dire, mais tu sais c'est de gérer d'autres humains, puis quand il y a des partenariats, il faut que ça soit vraiment très, très, très aligné et très complémentaire, parce que si tu portes l'autre sur tes épaules, c'est vraiment, vraiment dur et ça peut faire très, très mal au partenariat. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, le plus que je me suis fait critiquer, ça va être dans ces situations-là, mais je regrette pas. Genre, peut-être des fois comment j'ai géré, mais overall, la décision ou pourquoi j'ai fait les choses, je regrette rien de ça. C'est des moves des fois qui sont difficiles à faire, de se respecter soi-même, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, ses standards, comment qu'on veut être comment on veut être respecté, comment qu'on veut être considéré, toutes ces choses-là, mais il y a des fois il y a des gens que ça fait pas plaisir. Fait que ça, je te dirais pas que j'ai eu des haters, je te dirais que j'ai eu des conflits, mais pas publiquement. Puis j'ai jamais traîné ça publiquement. Je trouve pas ça que c'est pas correct. Puis ça t'inquiète pas de te mettre de l'avant comme ça, puis de peut-être genre ouvrir la porte. Puis là, je parle vraiment dans ta position de femme aussi, sachant que plus t'es une personnalité publique, quand t'es une femme, plus que tu t'attires les trolls, etc. J'ai pas été tant trollée. Je te dirais qu'il y a, genre, je pense qu'il y a eu 2 personnes peut-être qui ont fait genre, oh my God, t'es cute. Puis j'étais genre, OK, fine. Genre, mais tu sais, j'ai pas été tant trollée. Je te dirais que, tu sais, je te parlais tantôt des photos genre de strippers, mais que j'aime beaucoup, là, ces photos-là. C'est sûr où tu sais, malgré le fait que j'adore mon photoshoot, ces photos-là, j'ai quand même un peu la chienne de les mettre publiques, tu sais. Mais tu sais, je me dis que... Petit vomi. Oui, ouais, c'est ça. Exactement. C'est le petit vomi, puis je fais genre, well, si c'est le petit vomi, c'est que je devrais probablement le faire. Puis que je vais éloigner les gens qui aiment pas ça, puis attirer les bons, puis that's it. C'est comme sacré. C'est comme sacré. C'est comme... Il y a des gens qui sont comme, mais là, tu sais, il y a des gens qui aiment pas ça, entendre ça, puis je suis genre, OK, fine, mais genre... c'est pas mon auditoire, c'est pas les gens avec qui je veux travailler. C'est tout. C'est juste tout. Je sais qu'il y a tout le temps plus de personnes puis qui sont des clients idéaux. Puis si tu fites pas avec qui je suis, ben c'est correct, passe au prochain. Non, nice. Puis je trouve que je trouve pas, je le sais parce que j'ai écouté tes épisodes de podcast. Souvent tes épisodes sont axés vraiment sur parler des vrais chiffres, parler des vraies affaires. Donc axé quand même pas mal argent puis profit. Puis dans ton photoshoot aussi, ça ressort. Puis là, on parle beaucoup du photoshoot parce que, on l'a dit, là, ton site est pas sorti. Tu sais, le brand n'est pas encore complet, mais je trouve que ça donne le ton. Puis je pense aussi que ce qui est le fun, c'est que tu te positionnes comme quelqu'un qui va parler d'argent. J'imagine que c'était stratégique. Comment tu y as pensé? Je te dirais que c'est quelque chose qui fait juste partie de mon parcours. Genre, à cause qu'on a eu des dettes, à cause qu'on est passé par-dessus, c'est des dettes. Écoute, je me rappelle même plus du gros montant, ça c'est con, là, je devrais savoir ce chiffre-là, mais tu sais, on parle de genre plus de 50, 60 000, peut-être plus, je sais plus, des espèces de dettes entrepreneuriales ridicules parce que, on savait pas comment gérer notre cash, puis
puis on a fait des mauvaises décisions, puis qu'on était en déni, on regardait pas ces choses-là. Bref, ça fait partie de mon parcours qui a fait en sorte que je me considère comme quelqu'un qui est vraiment bonne avec mes chiffres. Alors ça, est-ce que je suis bonne je fais pas des investissements aux affaires de même, je suis pas nécessairement rendue là, mais c'est pas de ça que je veux parler non plus. Je pense qu'il y a trop de tabous par rapport à l'argent, ce qui fait en sorte que les gens s'éduquent pas ou les gens regardent pas ça, vivent dans ce fameux déni-là. Ils se ramassent dans des situations financières de merde au niveau personnel et au niveau de business. Puis c'est dur à remonter, puis ça fait partie des facteurs qui font en sorte que beaucoup d'entrepreneurs réussissent pas. Fait que pour moi, ça fait juste partie de mon parcours. Ça s'est développé au travers des années. Je pense que j'ai jamais été dans le passé quelqu'un qui était comme « Oh my God », tu sais, genre l'argent. Mais au fil des années, au niveau entrepreneurial, ça s'est juste développé. C'est devenu complètement normal, sans tabou. Puis quand j'ai commencé le podcast, c'était comme « OK, mais… » Puis c'était aussi l'optique de… C'est beau parler du revenu brut, mais tu sais, c'est quoi ton profit, puis c'est quoi tes dépenses, puis comment est-ce que tu fais cet argent-là? Puis tu sais, des fois, des business qui font 500 000, mais qui vont faire 400 000 de dépenses par année, ben c'est une business à 100 000 à la fin de l'année, là, tu sais. Fait que c'est ça que je voulais explorer parce que… Puis aussi, à cause, mettons, des gros influenceurs, c'est sur Instagram avec des giga-comptes qui sont pas nécessairement des business. Parce que les gens vont juste comme… mettre sur un piédestal, disons, ces projets-là, ces business-là, qui, de l'extérieur, ont l'air vraiment d'avoir beaucoup de succès, puis finalement, ben ça fait pas une scène. Fait que c'est ça que je voulais explorer un petit peu. C'est pas juste de regarder le modèle, mais c'est un modèle qui fonctionne. Fait que, non, pour moi, ça a jamais… En tout cas, depuis que j'ai commencé ce projet-là, ça a tout le temps été clair que ça devrait pas être un problème puis qu'il faut en parler, là. Puis est-ce que tu as vu, pour avoir été autant sur le marché américain et international que québécois, qu'il y a une différence dans la façon dont on parle d'argent ou dont on deal avec notre cash, justement? Ben, il y a une différence au niveau de à quel point les entrepreneurs… Je traîne beaucoup dans un milieu d'entrepreneuriat féminin, là, veux pas. Tu sais, mettons, il y a 25% de mes auditeurs du podcast qui sont des hommes. C'est à peu près 75-25 en général, au niveau de pas mal toutes les plateformes, là. Puis, il y a comme… Surtout, en tout cas, je sais pas, on dirait au niveau de l'entrepreneuriat féminin, on s'arrête beaucoup par rapport à l'ambition, justement, par rapport au succès, par rapport à la vente, au marketing, c'est correct de faire beaucoup d'argent, tandis qu'aux US, c'est même plus, c'est plus vraiment, on dirait que c'est plus discuté, que c'est juste, il y a une grande variété de business coach aussi. On est à peu près 5 ans en arrière au niveau du bassin de business, au niveau des stratégies utilisées, puis toutes ces choses-là, mais on dirait que c'est ça, c'est plus tabou du tout. On dirait qu'il y a une ambiance très, très positive aussi aux US par rapport à l'argent. Tandis que ici, ça traîne un peu encore de la patte. Puis il y a beaucoup de… Mais ça, c'est le Québec aussi. On est né pour un petit pain. Puis tu sais, il y a beaucoup de victimisation, je te dirais. Puis que moi, ça me vire à l'envers. Je suis comme, t'es pas la victime de rien, man. Genre, oui, il y a une forme de chance dans ta vie qui est dans quel environnement t'es né. Genre, il y a des choses que tu contrôles pas, là. C'est genre, tu contrôles pas les parents que tu as eus, combien d'argent il y avait, dans quel pays t'es né, toutes ces choses-là, là. Tu contrôles pas ces choses-là. Puis c'est vrai que cet environnement-là peut t'amener plus d'obstacles dans la vie pour atteindre ce que tu veux vraiment, mais c'est pas vrai que t'es pogné là-dedans. C'est pas vrai que t'es une victime, tu sais. Puis il y a des gens qui c'est même pas des environnements très difficiles, mais qui vont quand même se victimiser, puis ils vont s'arrêter, puis c'est dangereux. Il y a beaucoup, tu sais, je suis quelque chose, genre je suis pas bonne, je suis genre dans n'importe quelle sphère, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on dit après je suis. Puis je pense que on voit encore pas assez les possibilités aussi au Québec. Faute que ça avait juste commencé aussi, on s'entend là, tu sais, c'est pas juste genre je sais pas dire qu'on est c'est ça, je sais pas dire qu'on est tous des tonnes de merde, là, mais c'est juste il y a encore, vu que ça commence, puis je pense que c'est quelque chose que j'essaie de régler aussi avec le podcast, de montrer ces différentes options-là. Mais c'est ça, on dirait qu'on voit moins les possibilités ou qu'on veut pas les voir ou cette espèce de je suis une victime fait en sorte que t'as des œillères anyway, fait que c'est ça, la relation avec l'argent est similaire à ça, tu sais. Je
comprends. Puis t'as-tu un conseil, mettons, pour quelqu'un qui voudrait travailler ça, ou comment toi, de ton côté, ben, tu sais, je veux dire, ton parcours complet a été comme un apprentissage, j'imagine, autour de tout ça, mais... Je pense que ça a changé au moment où on était... Puis là, c'est ça que je veux pas que les gens fassent, mais ça a changé au moment où on était pas rock bottom, là, parce que j'ai jamais dormi dans mon char, puis j'ai jamais, Ouais. tu sais... Puis il y a des gens pour qui ça arrive, puis que... Mais tu sais, je pense pas que t'es obligé de te rendre vraiment rock bottom, que genre t'es en dessous d'un pont, là. Ouais. Mais souvent, quand t'es au pire de ta situation que t'as jamais été, qui est pas nécessairement la pire que tu peux avoir, c'est là où tu fais comme, OK, man, genre, faut vraiment que je fasse quelque chose là, parce que si ça continue, tu sais, on n'aurait vraiment plus l'argent pour se payer la vie qu'on a actuellement, va falloir changer. Puis ça veut pas dire que c'est mauvais, mais tu sais, des fois, quand t'es déjà très minimaliste, ben, tu sais, ça commence à être dur, tu sais. Mm-hmm. Fait que quand on était à ce moment-là, puis qu'on a dû enlever le band-aid, c'est le band-aid, hein, qui fait mal. Ouais. C'est juste le band-aid au début, puis c'est juste... C'est ce moment-là où tu es obligé de regarder tes finances, là, puis de regarder les chiffres, de faire les calculs, puis juste de dire, OK, c'est négatif. C'est négatif, maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu sais? Mm-hmm. Mais c'est juste de regarder, man. C'est juste de regarder, pas juste de regarder ton compte de banque, mais de lire des affaires aussi, de pas juste dire, de pas... J'essaie d'enlever le tabou comme quoi l'argent c'est sale. Puis je pense que si t'es pour remonter, faut que tu y crois, faut que tu dises genre, hey, peut-être que j'y connais pas grand-chose, mais que tu sais, on est capable d'apprendre sur tout, tout s'apprend littéralement. Tu sais, j'ai un livre que j'adore au niveau des finances personnelles qui est Worry Free Money de Shannon Lee Simmons, qui est une fille que j'avais interviewée sur mon ancien podcast avec Nick, qui est vraiment nice. Comptable, je pense qu'elle est au BC, si je me trompe pas. Elle a sorti un livre aussi sur les dettes que j'ai pas le titre par cœur, mais Worry Free Money, c'est basically un livre sur comment gérer ses finances de façon à ce que ça soit long terme, à ce que ça soit stable, à avoir un budget qui ressemble à ta vie, qui est pas nécessairement basé sur ce que tu devrais avoir comme budget, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, c'est basé sur la vie, j'ai vraiment adoré ça, mais c'est changer la vision des choses, ça aussi, là. C'est de pas juste dire, bah oui, tu devrais saver tout de suite pour tes REER, puis de faire toutes les... Tu sais, ben peut-être, puis de dire, tu devrais jamais mettre trop d'argent mettons, je sais pas, aller dans un bar avec tes amis, c'est une espèce de budget sorti. Il devrait pas être trop gros parce que sinon, ça devrait pas être ça. Mais devrait, déjà là, c'est problématique. Je veux dire, c'est basé sur qui? C'est pas tout le monde qui a les mêmes priorités dans la vie. Tu sais, moi, j'ai un budget... Je suis rendue j'ai arrêté de mettre de l'argent dedans parce qu'il est déjà pas mal élevé. J'ai un budget 700$ pour mon prochain tatou, là. Genre, il y a des gens qui sont genre, oh my god, genre, c'est what the fuck? Je suis comme, ben, c'est une priorité pour moi, puis je mets moins d'argent dans des affaires que toi tu mets, puis c'est correct, mais c'est quelque chose que pour moi qui est stable, qui est sustainable, tu sais, quelque chose que je vais continuer de faire, puis qui me soutient, tu sais. Fait que, il y a plusieurs choses dans comment gérer mieux ses finances puis avoir moins de tabous, mais tu sais, ça passe aussi par reconnaître que on a tous été beginners, que c'est correct d'avoir de l'argent, que ta situation en ce moment, c'est pas quitté, ça te définit pas, puis que tu peux tout apprendre dans la vie, là. Absolument. Puis je pense que aussi beaucoup le blocage, il vient des fois dans les gens qui pensent que ce que tu gagnes ou ce que tu vas demander à tes clients ou les prix que tu vas mettre sur ton site web, d'une certaine façon, ça te représente personnellement. Oui. Puis qui ont une réticence à faire l'équation entre les deux, tu sais. Oui. De faire comment, ben non, mais je vaux pas autant, là, tu sais, des choses comme ça. Puis c'est comme... Il y a comme cette mentalité-là autour du pricing aussi qui est... En tout cas, c'est un autre sujet, là, mais... Ouais, c'est comme le sujet du syndrome de l'imposteur terrible, là, mais ouais, effectivement, ça... on peut aller deep là-dedans. Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression aussi que quand tu parlais aussi de gérer tes finances selon ta vie à toi versus selon les normes de la société, c'est un petit peu comme ça aussi que tu donnes des conseils par rapport à la business aussi. Effectivement. De vraiment revenir à l'essentiel puis de oui, savoir si c'est bon pour toi, dans le fond. Oui, ben tu sais, j'ai lu un livre qui s'appelle Essentialism que Greg McKeown, que j'ai adoré et qui littéralement définit ma vie, là, dans le sens où puis c'est pas par rapport à du minimalisme, c'est pas par rapport à avoir moins d'objets, quoique c'est quelque chose que je fais aussi. Je me sens pas... Je suis pas Josiane sans un côté minimaliste, là, mais tu sais, je suis genre... J'ai pas grand-chose, tu sais. Puis au
au nombre de fois où je déménage, où je bouge, à chaque fois, je purge un petit peu ce que j'ai, tu sais, parce que je veux pas nécessairement toutes les bouger, ces choses-là. Ouais. Mais ça prend un détachement aussi par rapport aux objets, tu sais. Ouais. Mais au niveau des actions, au niveau de la business, c'est très essentialiste. Je fais les choses qui m'amènent les résultats que je veux. Je fais pas juste toutes les actions parce que je devrais les faire. Je fais un projet à la fois. Mon objectif, c'est de vivre plus, faire plus de voyages. Ben, ça veut dire que je peux pas avoir une business où je fais 80 heures par semaine parce que ça va contre mon objectif, right? Fait que c'est d'avoir, comme je disais, une business qui travaille pour toi. Puis souvent, on travaille pour notre business puis on s'y perd. Fait que je pense que de faire ça de façon essentialiste, d'utiliser seulement les outils aussi qui te rapprochent de ces résultats-là. Par exemple, un groupe Facebook, j'en ai pas, j'en veux pas. Un membership, j'en ai pas, j'en veux pas. Puis pourquoi? Parce que je sais que ces deux stratégies-là peuvent fonctionnent très bien. Pourquoi je les veux pas? C'est parce que ça m'éloigne de mon but de travailler 15-20 heures semaine. C'est des trucs qui demandent beaucoup d'énergie, qui demandent beaucoup de temps, d'investissement. Ça se peut que le retour sur investissement ou que ça amène du revenu, mais je suis pas prête à mettre ces heures-là, donc j'utilise pas ces outils-là. Donc, c'est pour ça que j'utilise des outils comme, entre autres, le marketing affilié, comme les produits d'information où j'enregistre une fois, je vends à l'infini, ou je vais utiliser la liste de courriels, vendre à une liste de courriels au lieu de faire une vente en 1 à 1. Souvent, les gens qui offrent du service sont là, ils vendent en 1 à 1. Ils vont faire des appels découvertes, tu sais, c'est vraiment comme avec des sales calls. Les sales calls, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire. Je vais mettre un petit bémol à tout ça. Mais ça ne sert pas nécessairement mon objectif à moi. Comme tu disais, je pense que ça passe juste de c'est quoi ton objectif? C'est quoi toi? C'est quoi que toi tu veux faire? C'est quoi ta définition de qu'est-ce que ta vie devrait être? Puis comment est-ce que ta business peut servir ça? Si ta business est construite pour répondre à un objectif qui est différent de ce que toi tu veux, ben guess what? Tu travailles pour quelqu'un d'autre. Tu travailles pas pour toi, là. Fait que c'est un peu ça le message que je veux amener. C'est ça, l'expertise aussi la niche, en fait, où je veux vraiment aller, où je veux être reconnue pour ça, finalement, tu sais, pour comme de construire une business qui est lean, une business qui est automatique, mais qui est 100% basée sur tes objectifs et essentialiste overall. Le moins possible avec le plus d'impact. C'est un peu ça que je veux faire, là. Super intéressant. Puis, on va terminer l'épisode en te demandant la question qui est tes ambitions pour... Je vais pas te demander la décennie parce que c'est long, une décennie, mais mettons dans les 2-3 prochaines années. As-tu des grands projets? Écoute, pour l'instant, je suis encore très une année à la fois. Je suis capable de définir, disons, en termes de projet, les 2 prochaines années. Plus loin que ça, j'ai encore de la misère. Cela dit, comme je te disais, je veux vraiment être cette référence-là en business essentialiste, disons. Je veux aider les gens, finalement, à construire cette business-là qui travaille pour eux à travers certains outils qui vont être les produits d'information que je vais créer, disons comme c'est à travers le marketing affilié, à travers la création de formations en ligne, vraiment marketing par QL, ça des sujets que je veux toucher. Je veux être cette ressource-là. Au niveau financier, c'est sûr que là, tu vois, j'ai fait comme 60 000 dans ma première année. C'est sûr que j'aimerais ça augmenter, mais l'année 2020, mon objectif n'est pas tant d'augmenter, mais plus de stabiliser et seulement avec des produits d'information. Parce que là, j'arrête de faire du coaching, pas parce que j'ai adoré mon expérience avec les filles, mais c'est juste que ça m'éloigne de mon objectif. Ouais. Ça a été super utile pour apprendre, pour tester des méthodes. J'adore ça, puis ça veut pas dire que j'en ferai plus dans le futur, mais c'est juste que là, mon objectif, c'est ça, tu sais, je vais voyager beaucoup, beaucoup en 2020, puis avoir du coaching en one-on-one, ça ne répond pas à mon objectif. Donc, je coupe ça. Donc, mon but en ce moment, c'est juste de stabiliser, de créer une business qui vraiment me supporte et qui me permet de voyager. Tu sais, je m'en vais au Japon pendant 2 mois en février, puis en mars. Puis après, en tout cas, je vais voyager jusqu'au 1er juillet, mais je vais être au Japon. Je vais être à 14 heures de différence avec le Québec. Les appels en coaching que je vais faire pour mes clientes, ça va être entre 7 et 9 p.m. le soir. Il faut que tu aies des clientes qui sont winning. Tu sais, il y en a qui ça fonctionne pas. Puis d'habitude, c'est moi qui prends le hit puis j'ai fait le soir, mais ça fonctionne pas avec le Japon à cause des 2 heures supplémentaires. En Thaïlande, ça fonctionne avec 12 heures, là, mais au Japon, ça fonctionnait pas. Mais je veux avoir plus de cette flexibilité-là, puis je pense que d'avoir ça, une business qui est complètement essentialiste,
C'est ça l'outil finalement. Mais en termes d'ambition, c'est ça. Là, cette année, c'est stabiliser avec ces outils-là. Mais de continuer d'être sur le plus de podcasts possible, d'être visible, de me faire entendre, de continuer de brasser de la merde en parlant des vraies affaires, de continuer d'explorer les différents modèles d'affaires parce que je veux surtout pas que les gens focusent sur des choses qui les servent pas parce que c'est les seules choses qu'ils connaissent, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça ressemble à ça. Wow! Bon, ben, je te souhaite que du bon, que le meilleur. Merci. Puis, bon, ben, je pense que tout le monde a compris qu'on peut t'écouter sur les vraies affaires. Oui, absolument, sur iTunes, Spotify, pas mal partout où est-ce qu'on écoute des podcasts. Puis, t'as ton Instagram aussi qui est très actif. Écoute, j'ai 3 plateformes. J'ai mon site web où il y a mon infolettre, genevièvegauvin.com/cadeau gratuit. Puis en plus, bonus, vous allez avoir genre mon guide gratuit qui est mes logiciels préférés pour commencer à faire des ventes affiliées tout de suite, même si c'est pas geek. C'est long comme ça. Et puis sinon, effectivement, j'ai Instagram _ Geneviève Effectivement, c'est pas mal là que je passe mon temps. Je fais rien sur Facebook. Puis, moi non plus. C'est ça, j'ai comme droppé ce média-là. Puis comme tu disais, j'ai le podcast bit.ly/des vraies affaires pour tomber sur Apple Podcasts, mais c'est sur Spotify puis c'est ailleurs. Puis on va mettre tous les liens, y compris les liens des livres que tu as mentionnés, puis les ressources, on va les mettre dans les commentaires de cet épisode. Alors, parfait. Geneviève, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ça m'a donc fait plaisir. J'ai adoré toutes ces discussions-là. Ouais, c'était vraiment intéressant. Puis j'espère que ça va donner des idées à d'autres gens, d'autres femmes qui veulent justement soit rebrander, repenser à leur message, penser à leur relation à l'argent et créer une vie, dans le fond, à leur image. Absolument. Parce que c'est ça qui compte. T'sais. Je veux dire, on est en business parce qu'on veut faire... La plupart des gens disent qu'ils veulent être en business parce qu'ils veulent plus de liberté. Puis la plupart des gens finissent avec une business qui leur apporte aucune liberté. Ouais. Fait que je pense qu'il faut retourner les façons de faire puis comme j'ai répété 20 000 fois, de créer une business qui travaille pour nous autres et pas le contraire. Mais ça passe par changer nos patterns, changer nos façons de voir les choses. Puis j'espère vraiment être capable d'être la personne qui va amener les gens à réaliser ces choses-là. Merci Geneviève. Ça fait plaisir, merci à toi. Bye. Salut les ambitieuses. J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!